Merci beaucoup et excusez-moi, je vais me répéter, mais il y a un moment où je parlerai en mon nom propre, mais pour ce qui concerne les remerciements, il faut bien que je fasse la même chose que ce qui vient d'être fait, et donc mes remerciements à l'ensemble des gens qui ont rendu cette soirée possible. La liste est longue et je vais la répéter, j'en suis infiniment désolée. Mes remerciements commencent par l'École des hautes études en sciences sociales et son président Romain Huret, représenté ici par notre vice-présidente à la DEV, comme on dit chez nous, donc vie étudiante, pour faire simple, Anne-Christine Trémont, que je remercie infiniment d'avoir pris le train. J'espère qu'elle avait autre chose à faire demain pour faire en sorte que son séjour soit rentable. Je remercie les équipes de la communication et de l'image et du son, Alice Jourdan, Sophie Lemaire, Elia Lethieu, Bénédicte Barillet, Thilou Martin, Anthony Miège, pour tout ce qui a permis de faire des tas de choses, des films avant, heureusement pas de photos. Cette année, nous avons été sans photos. C'est beaucoup mieux comme ça. Je remercie l'équipe des interprètes, Fabienne Guiraman et Lou Karsinski. Elles m'ont contrainte à écrire un texte, ce qui ne m'arrive jamais. Et puis, quand je suis arrivée, elles m'ont dit « Mais non, il faut surtout pas lire le texte que vous avez écrit. » Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on va essayer. Voilà, on va essayer. Je remercie tout particulièrement les collègues de l'École des hautes études en sciences sociales, qu'elles soient du site marseillais ou du site parisien. Je pense qu'en fin de journée, elles auraient eu d'autres choses à faire par ce beau temps. Je remercie mes collègues du Centre Alexandre Coiré, présents ici. Et puis l'assistance. Alors dans l'assistance, il y a des amis, il y a de la famille, il y a des gens de Marseille, de Paris, de Florence et de Rome-Marseille. Elles se reconnaîtront. Voilà, j'ai déjà épuisé 5 minutes. Je vais peut-être essayer de rentrer dans le vif du sujet en espérant que cela pourra éventuellement vous intéresser. Ce que je voudrais proposer ici ce soir, c'est de réfléchir à cette... je vois pas pourquoi j'étais en train de virer la feuille alors que j'ai pas fini de la lire. C'est quand même incroyable. À la fabrique des savoirs. Faire savoir, et je prononcerai systématiquement le pluriel lorsque je ferai référence à un savoir au pluriel pour que ceci soit clair, faire savoir comme condition non négociable du faire science, faire savoir pour enquêter sur la fabrique des savoirs. Cette réflexion s'inscrit dans un cadre, alors là encore, excusez-moi, je vais me répéter, elle prolonge donc la 43e conférence Marc Bloch, prononcée par notre éminente collègue Lorraine Daston, qui va peut-être demander l'exil politique, là, dans les prochains temps, je ne sais pas. Lorraine Daston a donc inauguré ce cycle centré sur les savoirs et la communauté scientifique. Le cycle est intitulé « Les savoirs dans le temps ». Voilà. Origine, transformation et accumulation. Et c'est donc à partir de ce cadre imposé que j'essaierai évidemment d'apporter une éventuelle contribution. Lorraine Daston a proposé de réfléchir aux origines de la communauté scientifique, je la cite. Un choix qui a dessiné une chronologie et un espace, pour le dire rapidement, le monde occidental du XXe siècle. Je vais me situer dans une chronologie et un espace distincts où il serait légitime de considérer, comme elle le fait elle-même, qu'il n'y a pas de communauté scientifique, mais ce qu'elle a brièvement qualifié de « république des lettres ». Ces très nombreux travaux l'ont conduite à réfléchir sur ce que nous appelons communément les périodes modernes, donc 17e, 18e et contemporaine, 19e, 20e jusqu'à aujourd'hui. Et son dernier essai, dont vous voyez une image derrière moi, Rivals, How Scientists Learned to Cooperate, rivaux, comment les scientifiques ont appris à coopérer, publié en 2023, déborde les cadres chronologiques de sa conférence Marc Bloch.
Elle travaille d'une manière générale sur des périodes longues, 350, 400 années, alors rien par rapport à un certain nombre de spécimens que nous avons dans ce musée. Néanmoins, ça commence à faire beaucoup. Et elle travaille sur la communauté scientifique internationale, sa transformation en bastion du consensus et de l'action concertée. En particulier, elle s'est interrogée dans notre conférence de novembre sur cette action concernée de la communauté scientifique face à deux crises mondiales. L'une que nous vivons au quotidien, le changement climatique, et une autre qui pourrait peut-être être derrière nous, mais qui nous a tous marqués profondément, la crise du Covid, dont notre collègue Anne Rasmussen, ici présente, a été, dans les dernières années, l'une des spécialistes, après avoir été l'une des spécialistes de la peste. Lorraine Daston répond à la question « Comment la communauté scientifique est-elle née et pourquoi fonctionne-t-elle » Je voudrais faire un pas de côté, je vais rester assise, rassurez-vous, par rapport à sa proposition, en cherchant à interroger les contours de la communauté scientifique. En réfléchissant au faire savoir au pluriel, je ne nous invite pas à une spéculation philosophique assurément utile sur des termes qui pourraient nous distinguer, Lorraine Daston et moi, même s'il s'agit non pas de nous séparer en mauvais termes. Les termes savoir au singulier, savoir au pluriel, science au singulier, science au pluriel, et leur relation complexe dans le cadre d'une discipline que je pratique et avec d'autres dans cette salle et qui s'appelle l'histoire des sciences ou l'étude des sciences. Mon intention est plutôt de déplacer l'attention du côté du périmètre des acteurs qui entrent dans l'analyse de la fabrique des savoirs. En m'intéressant au faire savoir au pluriel, je suis amenée à poser des questions simples. L'existence d'une communauté scientifique épuise-t-elle la question de qui fait savoir ? Qui fait savoir au pluriel ? Il me semble, et vous aurez bien compris que la réponse, pour moi, serait non. Il y a plusieurs manières d'entendre, de comprendre ces questions des acteurs. Qui fait savoir, c'est, par exemple, celles et ceux qui font savoir, c'est-à-dire les intermédiaires. Je vous fais savoir, je vous enseigne, je vous apprends. Mais on peut aussi se demander qui fabrique les savoirs, c'est-à-dire qui sont celles et ceux qui font savoir. C'est donc plutôt du côté de cette dernière acception de la question que je voudrais me tourner ce soir, avec l'idée que c'est aussi au-delà de la communauté scientifique qu'il faut chercher ces acteurs. Et donc cette conférence n'est pas sur la communauté scientifique et l'au-delà. Je n'ai pas de compétences sur l'au-delà. C'est une conférence qui vise plutôt à réfléchir au-delà de la communauté scientifique. Voilà, c'était pour la plaisanterie que je m'étais promise de mettre dans ce topo qui devait être très sérieux. Aujourd'hui, et là je deviens très sérieuse, plus que jamais, alors que nous vivions bercés de la certitude que les puissances démocratiques du monde entier étaient les garantes de l'existence d'une communauté, composée d'un ensemble de professions et de vastes compétences dont les attributions sociales et politiques sont de faire science. Alors donc que cette illusion s'effondre avec une rapidité qui est inversement proportionnelle à sa lente, complexe et douloureuse émergence. Aujourd'hui donc se poser la question de qui fait savoir relève de l'urgence citoyenne. Loin de moi donc l'idée qu'on pourrait mettre en question l'existence et l'importance de la communauté scientifique. L'idée plutôt d'entrer davantage dans la complexité de ses liens avec le monde. Mais si je me permets, dans ce moment partagé, de vous emmener à distance de notre aujourd'hui, c'est moins pour vous distraire que pour vous rappeler, dans le sillage de Marc Bloch, sous l'égide duquel s'inscrit ce cycle de conférences, que l'histoire offre des ressources
pour penser le présent. Le XVIe siècle dont je vous parlerai a pris la précaution de laisser de belles images de ce qu'il fut. Ces images, qu'elles soient rhétoriques, matérielles ou visuelles, comme toute image, sont des représentations. Elles ne disent pas la vérité et encore moins toute la vérité. Elles me serviront de guide pour accompagner celles et ceux qui n'entendent pas ma voix, soit parce qu'ils ou elles en sont empêchés, soit parce qu'ils ou elles n'en ont pas la familiarité, comme certains parmi nous dans cette salle. Les images seront aussi des matériaux à partir desquels je pose mes questions. Illustration pour le plaisir, donc, et source pour la recherche. Elles invitent aussi à aller chercher ailleurs, à côté, derrière, au-delà. Tout ce qui n'est pas dans leur champ, tout ce qu'elles rendent invisible et silencieux. Comme historienne des sciences et des savoirs, je travaille donc sur des manières anciennes de faire savoir. Mon propos est que pour comprendre les manières historiques, c'est-à-dire anciennes et contemporaines, de faire savoir, il est nécessaire d'aller au-delà de la communauté scientifique, ou pour le dire en d'autres termes, la compréhension du groupe des acteurs considérés comme légitimes pour une telle étude, les savants, les scientifiques, ne suffit pas à éclairer les logiques multiples, les dynamiques souvent divergentes, les tensions nombreuses qui contribuent à la production des savoirs. Je vais m'appuyer pour développer cette réflexion sur un ensemble de situations que j'ai pu étudier, seul ou collectivement, sur des travaux aussi, dont le nombre est trop grand pour que je puisse les citer. Ils seront dans les notes de bas de page qui garantissent le sérieux du travail que nous faisons. Et puis je le ferai aussi en réfléchissant à ces termes origine, transformation, accumulation, cumulativité des savoirs. Et puis pour conclure, si vous êtes encore là, je sortirai de ce XVIe siècle pour terminer sur ce moment d'aujourd'hui. Simplement, avant de me plonger dans ce XVIe siècle, juste un mot pour dire qu'il n'est pas pour moi un moment d'origine, c'est un moment sur lequel je travaille, tout simplement. Et il n'est sûrement pas un moment d'origine de la science moderne. Du coup, je voudrais commencer par une réflexion sur les mythes et légendes de la figure du savant et de la communauté scientifique. Parce que, de fait, une longue histoire d'association de la science à un individu qui s'est exprimé dans l'histoire de l'espace occidental s'est appuyée sur de nombreux supports de communication depuis l'essor même des fondements de la science gréco-romaine. Pensons aux collections de bustes fondatrices de ces associations de figures, d'individus, et donc de savoir sérieux. Si on a un buste, a priori, on est sérieux. Qui donc, et ici vous avez une reproduction des bustes des philosophes des musées capitolins, mais vous pourriez aussi prendre dans mes photos de vacances celle de ce détail de la galerie des portraits des bustes, de la salle d'Ugèse, des locaux de la faculté de médecine de Montpellier, qui vous fait entrer dans un lieu et dans un récit, celui des figures par lesquelles la science s'est faite. Cette tradition, on peut la suivre à l'époque médiévale, avec en particulier ces tableaux des pères de l'Église, porteurs de la science par définition, la théologie. Et puis, évidemment, avec ce qu'on appelle la Renaissance et l'entrée dans un registre d'expression de
l'individualité, comme on a beaucoup qualifié la Renaissance européenne, l'accumulation de ces figures de savants. Je ne vous les nomme pas, ils sont tous extrêmement intéressants. Je veux simplement ici insister sur cette association presque systématique de la fabrique de la science à des individus. Au fond, le portrait de groupe est plus rare. En voilà un en perspective. Vous pourriez être surpris de trouver ici l'école d'Athènes peinte par Raphaël. Celles et ceux d'entre vous qui ont pu aller à Marseille ne pensaient pas qu'ils étaient face à une manière de représenter le faire savoir. Alors, je ne sais pas si c'est un gai savoir, mais en tout cas, il est là. Et ce qui m'intéresse ici, voyez-vous, c'est cette... je prends quelques détails, évidemment, je pourrais passer la conférence à commenter ce tableau, mais je n'ai pas de compétences pour le faire, donc je m'arrêterai là. Ce qui m'intéresse ici, c'est de montrer comment, dans cette image, cumulativité et discontinuité sont mises en œuvre à travers ce qu'on pourrait qualifier de mise en contemporanéité de figures antiques et modernes. Figures antiques et modernes qui sont présentes, modernes, du temps de Raphaël, donc qui sont présentes en tant que telles, et puis aussi avec un certain nombre de portraits de savants anciens sous les traits de, par exemple, Héraclite, sous les traits de Michel-Ange. Voilà. On trouve de cette communauté, le passage de l'individu à la communauté, on trouve de cette communauté des expressions sur d'autres supports médiatiques. Par exemple, les frontispices. Les frontispices des livres, et celui que je vous présente ici est fameux, non pas qu'il soit bon à manger, mais il est fameux pour l'importance du livre qu'il porte, puisque vous avez ici le frontispice du livre de Vésale, qui s'appelle « La fabrique du corps humain », et dans laquelle vous voyez, comme expression de la naissance de l'anatomie, une dissection anatomique sur la première page. Et ce qui est intéressant, vous le voyez, c'est que Vésale lui-même, au cœur de l'image, est accompagné d'autres figures. On est là, donc dans une expansion. Et puis, cette tradition de la communauté qui fait corps, évidemment, pour des médecins, c'était un jeu de mots plutôt facile. Vous la retrouvez avec Rembrandt et le fameux portrait de Tulpe, le médecin, l'anatomiste Tulpe, que vous pouvez voir au musée, au Rijksmuseum. Cette tradition, elle perdure avec d'autres supports comme la photo. Vous avez ici une photo d'une des grandes figures de l'Espagne de la fin du XIXe siècle, Cajal. Alors, le groupe, ici, correspond à une activité, faire savoir dans le sens de montrer, transmettre. Dans tous les cas, la tradition de l'association du faire savoir à un individu est et reste tenace dans les représentations visuelles. Au mieux, un groupe qui dessine des hiérarchies. On les voit dans le frontispice de Vésale. Mais la boîte noire des petites mains ou des mains invisibles reste le plus souvent introuvable. Pourtant, si l'on cherche à comprendre la fabrique des savoirs, le portrait de groupe, tout en élargissant le champ des acteurs, soulève de nouvelles questions. La question que pose celui-ci est en effet celle de ses frontières. Qu'est-ce qui le délimite? Qu'est-ce qui est hors champ? Pourquoi? Cette question n'a pas de réponse unique et sûrement pas de réponse objective. Elle invite plutôt qui cherche à y répondre à faire un choix de réponse qui détermine la compréhension même de ce qu'il ou elle veut analyser. Il s'agit donc de poser la question des règles d'appartenance au groupe. Elles passent par des critères de compétence, de formation, de profession, de production. Aujourd'hui, est membre de la communauté scientifique tout individu qui dispose d'un titre délivré par une institution académique et qui participe à la vie de cette communauté par un ensemble de gestes qui sont attendus. Publication dans des revues reconnues,
participation à des conférences scientifiques, d'autres choses aussi. De même, dans la République des lettres, cette communauté d'avant la communauté scientifique, il existait d'autres critères, comme celui de la participation à une société savante, à un commerce savant, les correspondances par exemple, le commerce littéraire, le partage d'un ethos savant, mais pas forcément un diplôme universitaire, au contraire. Bref, la communauté savante doit être définie en fonction des temps dans lesquels on y réfléchit. Je ne vais pas revenir ici sur les travaux qui, en sociologie, en anthropologie, en histoire, ont permis de mettre en lumière les mécanismes de constitution de la communauté scientifique. J'en cite ici quelques-uns, vous y retrouverez quelques-unes et quelques-uns de nos collègues. Ce qui m'intéresse, c'est que ces travaux nous invitent à considérer que tracer les limites produits tracer des limites produit des effets sur la manière de réfléchir à la construction des savoirs et d'en procéder une histoire, et d'en proposer une histoire. Ce traçage passe par des arbitrages, de la recherche, en termes d'identification d'archives, en termes d'identification de questions, sur la base selon laquelle la science et le savoir sont des domaines peut-être a priori distincts. Alors si on procédait autrement, si on essayait d'observer la science, les savoirs, à partir de sites, en tant qu'elle se fait autant qu'elle ne s'énonce a priori, si on cherchait à réfléchir à la science par ses pratiques et donc par ses praticiens, sans poser de limite a priori sur le périmètre social ou intellectuel de ces praticiens et praticiennes. La proposition n'a rien de neuf, je le sais, et elle a été mise en œuvre de nombreuses fois depuis une cinquantaine d'années. À la rapporter au XVIe siècle, elle nous mène peut-être loin des périmètres savants et mondains de la Renaissance, dans les basses-cours, dans les cuisines de l'école d'Athènes. Alors pourquoi ce temps-là? Pourquoi ce XVIe siècle? Pourquoi cet espace-temps-là? Car ce moment est aussi un lieu. Je m'explique. La pratique de l'histoire est en général associée au découpage du temps en tranches. Beaucoup de travaux là-dessus. Ce qui m'intéresse est l'idée qu'il n'y a pas de découpage de temps en tranches si on ne découpe pas aussi les espaces dans lesquels se réalisent ces découpages. Ma caractérisation du XVIe siècle, donc, est une caractérisation située. Elle est située dans un espace, une partie du monde qui m'intéresse pour ce qui s'y joue chronologiquement et spatialement, à savoir son rapport au monde. Et donc travailler sur l'Europe, pour moi, ne relève en aucun cas d'une volonté de caractérisation à vocation universelle. Cet espace-temps-là, tout en étant particulièrement distinct du nôtre, est marqué au moins par un rapport différent à l'accumulation dans la production des savoirs. C'est un temps pour l'histoire européenne de conception, de réflexion, de pratique de la question de la production des savoirs sur un monde étendu au globe. C'est ce qui m'intéresse, un monde étendu au globe. Alors, pour le dire en d'autres termes, c'est ce XVIe siècle qui nous invite à passer d'un système monde clos, représenté ici, ou représenté ici, donc dans des systèmes astronomiques ou dans des systèmes cartographiques, à ce que Alexandre Coiré avait appelé un univers infini, et donc, encore une fois, des systèmes de représentation de l'espace et du cosmos qui s'appuient sur un certain nombre de protocoles, de procédures distinctes de celles qui les précédaient. Et c'est donc le passage vers un rapport à la Terre, au monde, nouveau et englobé.
englobé, en ce sens que, de fait, c'est l'ensemble de la planète qui commence, à partir du XVIe siècle en Europe, à faire l'objet d'une saisie, par la cartographie en particulier, mais aussi par la conceptualisation du rapport au temps. Et vous voyez, un monde englobé, c'est cette donc caractéristique de la rencontre entre la Terre et le globe. La Terre, planète, et le globe. C'est du coup aussi un processus très long, très complexe, je vais y revenir rapidement, qui se traduit par l'inclusion dans la panoplie des observations possibles d'autres parties du monde et donc d'autres peuples. Il ne s'agit pas ici de faire ou de refaire cette histoire. Je voudrais la mettre en relation avec ce qui nous intéresse ce soir. Par rapport au cycle de conférences dans lequel je m'inscris, je voudrais faire un retour sur les fameux trois termes, origine, transformation, accumulation, pour dire, et si vous le souhaitez, nous pourrons éventuellement en discuter, car je ne chercherai pas à développer ce point, il n'y a pas d'origines européennes de la modernité scientifique, mais une localisation européenne de facteurs de différents types qui provoquent un ensemble d'accumulations de données sur le globe, l'univers et leur compréhension distincte. Il y a une transformation définitive de l'intelligibilité du monde, mais une coexistence de modes d'intelligibilité qui ne se réduit pas à l'opposition entre un monde savant, unifié sous la bannière de la modernité, et un monde vulgaire, unanimement enfermé dans un système de croyances. Le terme a été prononcé avant moi par Anne Médard. Quant à l'accumulation des données sur les tracés des terres, sur les distances entre les lieux, sur les plantes, sur les animaux, sur les minéraux, elle ne se réalise pas de manière linéaire dans le cadre d'un projet qui aurait été clairement énoncé. Elle ne conduit pas à l'expression linéaire de ce qui serait la pensée scientifique, mais à une explosion de boîtes dans lesquelles on pensait, en y rangeant des savoirs et des connaissances, que l'extension du monde rend étroite, voire inutile. Par rapport à la communauté savante et au-delà, comme le suggère le frontispice de Vézal ou la représentation d'Uraniborg, je vais y revenir, les petites mains visibles sur ces images, mais qui cachent d'autres invisibles, font partie de l'histoire. Laissez-moi vous dire deux mots d'un lieu où vous irez peut-être un jour en vacances. Les observations astronomiques, avec de plus en plus d'instruments, rendent nécessaire en amont la fabrique d'instruments, en aval leur entretien et leur perfectionnement. Plus généralement, l'univers infini suppose la multiplication des lieux de son observation. Et là où il n'y a pas de communauté savante pour le faire, il faut s'appuyer sur des natifs, des locaux, des indigènes. Le laboratoire d'Uraniborg, ce château observatoire que l'astronome danois Tycho Brahe avait fait construire sur l'île de Ven au XVIe siècle, dans le détroit du Sund, qui appartenait alors au Danemark, mais, n'en déplaise pour les Danois, est aujourd'hui dans les frontières de la Suède, avant qu'il ne soit détruit par des paysans peu de temps après, cet observatoire témoigne d'un changement dans les pratiques de savoir sur le monde. Il est construit en 1576, donc autour de l'astronome danois Tycho Brahe. Le château comporte la partie d'habitation, ainsi qu'une partie consacrée à l'observation, des corps de logis réservés aux travailleurs, un laboratoire de chimie, une bibliothèque dans laquelle se trouve la pièce maîtresse de l'observatoire, un globe céleste en cuivre de 1,50 m de diamètre, sur lequel 1 millier d'étoiles sont inscrites une par une au fur et à mesure que Tycho Brahe en dresse la carte. Une cave dans laquelle se trouvent des logements du personnel du château,
mais aussi qui sert de prison. Un jardin, avec des plantes, peut-être médicinales ou simplement pour nourrir tout le monde. Un moulin à papier, des ateliers pour réaliser et préparer les instruments, une imprimerie où sont imprimés directement les travaux. Où est la communauté scientifique de Uraniborg? Autour de Tycho Brahe, assurément, mais comment fait-on savoir à Uraniborg? À travers un monde de savants, de paysans, d'imprimeurs, d'artisans, de jardiniers, d'apprentis astronomes. Il y a même des femmes, sûrement, peut-être, quelque part, dans les caves, dans les prisons, je ne sais pas. Des enfants, des étrangers. Du château laboratoire, il ne subsiste rien. La révolte des paysans contre les conditions de vie qui ont été imposées par l'astronome Châtelain ne leur a pas convenu. Ils ont donc tout détruit. Et donc, quand vous irez le visiter, vous ne verrez qu'une reconstruction, une image. Deuxième exemple. Le recueil des données de la nature s'inscrit dans une longue chaîne de gestes d'observation, de collecte, de traduction linguistiques et visuelles, de mise en circulation, de dépôt, d'analyse, d'édition, mais aussi de pertes, de malentendus et de violences. Celles qui sont au cœur de ce que le père états-unien de l'histoire environnementale, Alfred Crosby, a appelé, dans la fin des années 60, l'échange colombien, the Colombian Exchange. Cet ensemble de processus n'a échappé ni aux contemporains, comme en témoignent les textes et les combats de Bartolomé de las Casas, ni à toutes celles et ceux qui, historiennes et historiens des sciences et des savoirs, travaillent sur ces questions depuis des décennies. Alors du coup, comment arrive l'histoire naturelle? Comment se fait-elle? Je vous montre très rapidement un livre, un frontispice de livre. Voilà, vous ne pouvez pas bien le voir ici, il est publié à Rome en 1651. Il porte un titre, Histoire, des nouvelles histoires des plantes, des animaux et des minerais du Mexique. Il y a un auteur, Francisco Hernández. Cet auteur, si on le cherche, il est mort en 1587, 70 ans auparavant. Si on cherche des livres qu'il aurait écrits, il n'y en a pas. Il y a celui-ci. Alors on pourrait faire la très longue histoire de ce qui a fait le savoir naturaliste sur ce qu'on appelle le Mexique et qui était la Nouvelle-Espagne de l'époque, donc une province, une vice-province de l'Empire espagnol. Vous le voyez, dans les textes, dans les pages d'ouverture, le docteur Francisco Hernández déclare qu'il a résidé par ordre de Votre Majesté, on parle de Philippe II d'Espagne, pendant près de 8 ans en Nouvelle-Espagne, au cours desquels il a fait en sorte que les choses naturelles de cette terre soient dépeintes et décrites, mieux et plus précisément qu'il n'était possible de le faire auparavant. Qu'est-ce qui se joue ici? Un médecin qui est envoyé en Nouvelle-Espagne pendant 8 ans pour dépeindre et décrire des choses qu'il n'était pas possible de faire auparavant, l'observation directe. Et en même temps, comme vous le voyez, avec cette idée d'un auteur, un effacement complet de toute l'histoire. Cette histoire, c'est quoi? C'est l'histoire des raisons par lesquelles il a fallu attendre 70 ans pour que ce livre fût publié à Rome, plutôt qu'à Séville, par exemple, 70 ans plus tard, donc, fut publié à Rome en latin, plutôt qu'en espagnol. Et donc, à partir de ça, vous voyez un ensemble d'enchaînements, de gestes, de production de savoirs au pluriel, qui sont ce par quoi un livre est publié à Rome en 751, et dans le livre dans lequel
à la demande de Philippe II d'Espagne, empereur, celui dont l'empire est aussi vaste que le soleil ne s'y couche jamais, comme on dit à l'époque. Voilà. C'est Philippe II qui dit « Vous consulterez les médecins, les guérisseurs, les herboristes, les Indiens et les autres personnes ayant connaissance de la matière, etc., etc. » Donc vous voyez bien que derrière Hernandez et l'histoire de ce livre, il y a cet ensemble de gens, d'individus, aux agentivités différentes, inscrits dans des rapports de pouvoir différents, qui font savoir. Et ce qui est intéressant aussi, et je m'arrêterai là, la conférence est presque terminée, c'est que cette arrivée en Europe, à Rome, ou dans d'autres parties de l'Europe, de ces savoirs rendus possibles par ces différents agents, on va la trouver aussi dans d'autres domaines que les livres savants. On va la trouver dans l'art, on va la trouver dans les fresques des palais. Alors ici, un détail de la Villa Farnesina, où vous pouvez voir l'une des premières représentations européennes des épis de maïs. Mais vous les trouvez aussi dans les guirlandes. Et puis, difficile de résister pour les amis marseillais romains, marseillaises romaines, la Villa Médicis, avec le dindon, non pas de la farce, mais d'Amérique, première représentation d'un animal des Amériques. Et oui, un dindon, sur une fresque de volière. Voilà, le monde. Mais aussi les coraux, mais aussi les perles. Autant d'éléments que l'histoire naturelle travaille, interroge, avec cet élargissement du monde, et qui sont réinvestis dans des dispositifs de type artistique. Et ce qui nous intéresse, c'est pas tant de dire « Ah, qu'est-ce que c'est beau !» c'est de comprendre par quoi, par quel tissu social on peut arriver de ce type de protocole. Philippe II d'Espagne qui envoie l'un de ses médecins assez loin, il faut bien le dire, la Nouvelle-Espagne, là-bas, s'appelait Espagne, elle est nouvelle, il y a un petit océan, dans un golfe, et puis il y a un golfe qu'on appelle le golfe du Mexique. Voilà, j'insiste, c'est le golfe du Mexique, on ne va pas le renommer, etc., etc. Voilà, donc qu'est-ce qui fait, c'est quoi qui fait que tout ça fait savoir? Et donc, dans les quelques minutes qui me restent, je vais essayer de faire cela sur la base d'un petit exemple modeste qui est installé à Rome. Alors, Rome parce que voilà, j'y travaille, parce qu'il y a des institutions françaises qui permettent à des chercheuses et des chercheurs de pouvoir y travailler. Et puis, il y a même une directrice de cette institution qui est là aujourd'hui de passage. Rome, parce que c'est une ville du XVIe siècle dont il me semble intéressant de regarder de quelle manière elle est, pour nous, un observatoire, un laboratoire de ce que j'essaie de montrer ici. Alors, je ne vais pas vous présenter Rome, ce n'est pas le guide touristique ici, simplement une chose avant d'entrer dans le vif du sujet. Je n'entends pas ici développer l'idée d'une exceptionnalité romaine. On pourrait travailler sur d'autres dispositifs urbains. On pourrait travailler sur Lisbonne, par exemple. Il y a beaucoup de collègues aujourd'hui qui travaillent sur la Lisbonne globale du XVIe siècle, qui est vraiment tout à fait intéressant. Donc, loin de moi l'idée qu'il faudrait partir d'un caractère exceptionnel. Il y a des critères, il y a des choses qui m'intéressent, et je vais essayer de vous le dire. En tout cas, une fois que j'ai dit ça, juste pour présenter l'histoire de Rome au XVIe siècle en 2 secondes et
30 minutes. Eh bien, 3 points. Une ville affaiblie à la fin du XVe siècle. Vous avez des plans ici, je n'ai pas le temps de développer toutes ces images. Par les guerres, la crise de l'État pontifical, je vous rappelle, Avignon n'est pas très loin. La papauté a passé le plus clair de son temps dans les décennies précédentes à Avignon. Et puis, vous le savez peut-être aussi, la ville de Rome a été saccagée en 1527. Donc, tout ça est très représentatif d'un état de fragilité de la ville. Du coup, Rome est une ville qui accumule dans son sol les fragments de, en gros, 2000 ans d'une histoire qui correspond, pendant un certain temps, à une capitale d'empire. Rome a été la capitale d'un empire qui s'étendait au monde, quand, dans l'Antiquité, le monde s'étendait à l'Empire de Rome, c'est-à-dire pas au globe. Mais, de manière intéressante, ce sont des ruines et une ville jonchée de ruines que constitue cette cité. Nos amis qui connaissent bien la littérature française du XVIe siècle connaissent aussi les vers que les poètes de la Pléiade ont consacrés à ces antiquités de Rome. Rome, du coup, c'est un chantier urbain tout au long du XVIe siècle. C'est un chantier urbain, vous voyez, vous en avez ici de nombreux exemples, porté par une exigence politique qui entend restaurer son autorité aux politiques et aux spirituels. Et je ne peux pas résister à la manière à travers laquelle, jusqu'au XIXe siècle, cette idée d'un sous-sol romain jonché de ruines dont on allait construire la beauté et les critères d'esthétique de notre modernité sont représentés ici. Alors, cette scène, elle est au musée de Rennes, au musée des Beaux-Arts de Rennes. Elle représente, d'une manière réinventée par le XIXe siècle, la découverte par Raphaël de l'Apollon du Belvédère, montré au pape Jules II. Et l'Apollon du Belvédère, si vous avez l'occasion d'aller le voir dans les musées du Vatican, vous le savez sans doute, est encore aujourd'hui, ou en tout cas depuis le XVIIIe siècle, considéré comme l'archétype de la beauté. Ce que la nature, l'art et l'esprit conjugués surent produire de plus excellent, on le voit incarné sous nos yeux dans l'Apollon du Belvédère, écrira le père de l'histoire de l'art, j'ai nommé Joachim Winckelmann. Et donc, vous voyez, Rome, c'est ça, au XVIe siècle. Alors, revisité, non, par les Rennais du XIXe, mais tout à fait intéressant. Et une idée importante, celle d'une restauration de la ville, tout au long du siècle, par des pontifes différents, aux ambitions politiques différentes. Je n'entrerai pas dans le vif de cette question. Mais je voudrais vous parler rapidement d'un des chantiers nombreux qui ont articulé à nouveau frais les savoirs et donc des communautés différentes de savoirs. C'est le fameux chantier des obélisques. Alors je sais bien que vous avez un obélisque à Marseille, j'habite à côté pour les 2 jours qui viennent. La question du redressement des obélisques peut intéresser la fabrique des savoirs, peut intéresser l'histoire de la fabrique des savoirs. Alors, quand vous allez aujourd'hui à Rome, vous en voyez un certain nombre qui sont érigés. Et quand vous allez voir Saint-Pierre de Rome, vous voyez cet obélisque qui est au cœur de la place. Et pour vous, il est là. Il y est depuis quand ? Un certain temps. Il n'y a pas de doute sur la question. Alors, il y a très exactement depuis 1585. 6. Il y a depuis 1586. Pourquoi ? Parce que, dans l'année qui a précédé, il a été un peu déplacé. Avant, il était derrière,
la basilique Saint-Pierre, qui ne ressemble pas à la basilique que vous connaissez aujourd'hui, je vous le rappelle. La basilique, elle a subi des transformations importantes, mais cet obélisque, il avait été rapporté par Néron, je vous le rappelle, par Caligula, pardon, excusez-moi, et Caligula l'avait installé sur le nouvel, un des nouveaux terrains de sport de Caligula, voilà. Et en fait, il s'avère que ce terrain, c'est aussi, paraît-il, on en a quelques éléments archéologiques, le lieu sans doute qui correspond à l'ancien tombeau de l'apôtre Pierre. Alors, le pape Sixte Quint a estimé utile de transformer un peu cette église, la cathédrale de Saint-Pierre, et de faire bouger cet obélisque. Voilà, une opération qui peut paraître pas très intéressante, et puis peut-être que pour vous qui êtes venus ce soir, vous ne vous attendiez pas à ce qu'on vous parle d'un déplacement d'obélisque. Ça, je veux bien vous croire. Je veux bien vous croire. Alors, quel est le problème? Le problème, il est relativement simple, vous pouvez vous en douter, c'est comment est-ce qu'on fait bouger, même sur quelques dizaines de mètres, une pièce qui est lourde, qui est longiforme, et donc il ne faut pas briser, et qui porte sur elle-même un certain nombre de milliers d'années d'histoire. Voilà. Du coup, déplacer l'obélisque, c'est faire bouger quelque chose qui est de l'ordre de 25 mètres de haut, qui pèse 322 tonnes, modeste, hein, et qui peut-être pourrait se briser. Voilà. Alors, on a deux livres importants qui rendent compte de ce chantier. Le livre de Domenico Fontana et le livre de Michele Mercati. Je vous les présente rapidement. L'un est un des architectes pontificaux, l'autre est un médecin pontifical. Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'un médecin s'occupe d'obélisques? Eh bien, parce que... Et voici, extrait du livre de l'un des deux, l'architecte, une représentation de ce qu'a été ce chantier. Ce chantier qui a occupé plus de 1000 personnes pendant plusieurs mois, qui est une successful story, comme on dirait aujourd'hui, puisque dans les fresques du Vatican, on reproduit cet événement. Vous voyez ici des images extrêmement spectaculaires, comme on dirait. Vous voyez sur cette image un certain nombre... alors, vous voyez mieux ce qu'est Saint-Pierre à l'époque. Je vous rappelle évidemment que Saint-Pierre n'a pas encore la fameuse colonnade du Bramante qui entoure l'obélisque et qui donc donne une naturalité à cet obélisque. Voilà. Et en lisant Fontana ou en lisant Mercati, on se rend compte que il y a un premier problème. Il y a un premier problème de savoir, et ce sont les savoirs des ingénieurs. Et vous voyez, ça faisait longtemps que les papes voulaient déplacer cet obélisque parce qu'il n'était pas très visible. Et on découvre que Michel-Ange, vous voyez, un architecte incomparable, à qui l'on attribue l'invention du treuil. Vous n'auriez pas pensé à Michel-Ange comme l'inventeur du treuil? Eh bien, réfléchissez-y. Car Michel-Ange est aussi l'inventeur du treuil. Et Michel-Ange, l'inventeur du treuil, qui avait déjà sa réputation comme autre chose qu'inventeur du treuil, il n'a pas voulu prendre le risque de déplacer l'obélisque. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de nature technologique, dirions-nous aujourd'hui. Manpower n'était pas là. Et du coup, il a refusé. Et donc, que s'est-il... Voilà, il craignait donc cet artisan prudent, on parle de Michel-Ange, cet artisan prudent, que sa réputation déjà établie, etc., etc. Donc, il n'en veut pas. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un appel d'offres
Et il y a un gigantesque chantier, pour ce gigantesque chantier, et donc un appel d'offres qui est lancé pour permettre à de nombreux étrangers, on ose le terme, de valeur, venus à Rome, de divers endroits, de montrer la force de leur intelligence. Et vous voyez comment tout à coup, ces images extrêmement spectaculaires, je vous le rappelle, elles nous dévoilent tout un dispositif de compétences qu'il faut aller chercher, que la ville permet d'attirer et qui donc vont permettre de réaliser cette opération puisqu'elle est réussie, puisque encore aujourd'hui, nous le voyons. Alors vous me direz très bien, oui. C'est des savoirs mathématiques, physiques, il y a du treuil, il y a de la pression, il y a de la hauteur, mais quoi d'autre? Le problème de l'obélisque, vous voyez, c'est qu'il est égyptien. Et donc, il y a des savoirs linguistiques. Et alors, la question de la langue égyptienne, c'est une question qui travaille énormément les savants du XVIe siècle. Avec les obélisques comme romains, comme chantier urbanistique, tout à coup, eh bien, c'est les hiéroglyphes qui prennent l'air. Les hiéroglyphes à l'air. Et les hiéroglyphes à l'air, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce travail qui est réalisé de non pas de compréhension, mais de mise en perspective de ce type de langage, les hiéroglyphes, que personne ne connaît à l'époque, on est bien d'accord, Champollion, qui n'est pas romain, n'est pas encore là, et donc on ne sait pas lire. On ne sait pas lire, mais on s'intéresse. Et donc un objet qui est un objet de savoir mathématique, physique, d'ingénierie, peut aussi être un objet de savoir linguistique. Et vous voyez, on justifie dans le livre de Fontane l'idée qu'il a fallu qu'on a imprimé d'autres obélisques avec des 4 faces, des figures de lettres égyptiennes en grand format, afin que les savants, présents et absents, donc ceux qui n'étaient pas sur place, ceux qui ne peuvent pas aller à Rome, puissent les examiner plus confortablement et en tirer l'interprétation inconnue jusqu'à ce jour. Et vous voyez le travail de l'imprimerie pour justement donner cet accès à la chose. Alors comme on est à Rome, vous voyez, et ça c'est Mercati, le médecin du pape qui le dit, et à notre époque nous avons vu la même chose en parlant de ces langues qu'on ne connaît pas, chez nous, avec les habitants de Mexico, la principale ville de la Nouvelle-Espagne, etc., etc. Et une première réflexion, l'une des premières réflexions sur les savoirs linguistiques des mondes non européens, non occidentaux, tout ce que vous voulez. Et évidemment, qu'est-ce qui est ici, dans cette image, un des premiers codex, un des rares codex qui est survécu, nous en sommes bien d'accord, mais qui se trouve à la Bibliothèque Vaticane, là où Mercati, justement, médecin du roi, travaille et fabrique, et on va s'arrêter là, le premier musée de minéralogie, la métallothèque. Et vous voyez bien comment ce qui intéresse aussi ces savants et ces non-savants, c'est un ensemble de savoirs qui vont du côté de la connaissance du règne minéral, en l'occurrence, cette structure de marbre qui vient de loin, comme vous le savez. Voilà. La fabrique des savoirs, c'est une fabrique politique et sociale aussi, et je n'aurai pas le temps ce soir, sauf si vous décidiez de ne pas vouloir dîner, de ne pas vouloir rentrer chez vous, d'entrer dans les détails de tout cela. Je voudrais juste conclure pour essayer de redire ce qui m'intéressait dans cet exemple de l'obélisque. Ce qui m'intéresse dans cet exemple de l'obélisque, c'est que, en regardant des situations, en regardant des objets, du coup, on est obligé de déplacer le raisonnement du côté du périmètre des acteurs. Et donc, oui, il y a une communauté scientifique. Bien sûr qu'il y a des communautés scientifiques, où il y a des savants qui ont un certain nombre, qui mobilisent un certain nombre de savoirs.
Mais bien au-delà d'eux, il y a ces groupes d'individus invisibilisés, sans doute, mais présents, par lesquels s'opère la production des savoirs. Alors, rassurez-vous, je ne commenterai rien de tout cela, et je voudrais juste essayer de faire un saut de conclusion dans notre aujourd'hui. Les modes contemporains de faire savoir, la question du rapport entre savoir savant et savoir vernaculaire ou ordinaire, cette question, elle traverse nos mondes, à des échelles qui varient, mais avec des enjeux qui sont équivalents. On peut prendre l'exemple des sciences participatives, qui incluent de nouveaux acteurs de la science, notamment du côté des sciences naturelles, et qui vont chercher vers les associations de citoyens. Je vous renvoie ici au site du Muséum national d'histoire naturelle, qui vous offre de participer à la science, en vous disant ce que sont les sciences participatives, en vous disant ce que vous pouvez aider à construire comme savoir. Et donc, vous comprendrez mieux, peut-être, pourquoi j'ai voulu venir à Marseille pour mes amis, pour mes collègues, pour notre institution, pour la belle ville de Marseille, mais aussi pour son muséum d'histoire naturelle, car c'est un lieu privilégié du faire savoir, un lieu dans lequel, j'espère, nous continuerons librement à construire ensemble une connaissance du monde dont le passé n'est pas uniquement un reliquat, mais bien une ressource.